En 1980, un appartement à Paris coûtait en moyenne 4 ans de salaire. Aujourd'hui, le même appartement coûte 10 à 12 ans de salaire. Ce décalage nous montre que l'immobilier a évolué beaucoup plus vite que les revenus. Alors pourquoi est-ce que les prix de l'immobilier ont été multipliés par 3,5 en une seule génération? Quand on parle de cette hausse, les explications sont souvent les mêmes. On évoque la rareté du foncier, on parle de la croissance des villes, la démographie ou encore les taux d'intérêt. Et ces éléments sont pas faux. Ils existent. Ils jouent un rôle réel dans le marché immobilier. Mais il reste une difficulté. Même en combinant tous ces facteurs, on peine à expliquer l'ampleur de la hausse observée sur plusieurs décennies. Ce qui veut dire une chose importante. Il manque peut-être un mécanisme central dans l'analyse. Un mécanisme qui ne concerne pas directement le logement, mais la manière dont l'argent lui-même fonctionne. Pour comprendre tout ça, il faut d'abord revenir à quelque chose de fondamental. Beaucoup de gens imaginent qu'une banque fonctionne comme un coffre. On dépose de l'argent et ensuite, la banque prête cet argent à d'autres personnes. Mais dans le système bancaire moderne, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Quand une banque accorde un crédit immobilier, elle prend pas de l'argent existant pour le donner à quelqu'un. Elle fait ce qu'on appelle une écriture comptable. Concrètement, elle inscrit deux choses en même temps. D'un côté, le compte du client qui est crédité et de l'autre, une dette qui est créée. Et ce mécanisme a une conséquence essentielle. Il augmente la quantité de monnaie dans le système. Autrement dit, le crédit bancaire, c'est pas juste une redistribution. C'est aussi un mécanisme de création monétaire. Et cette création monétaire a une conséquence directe sur la vie quotidienne. On parle souvent d'inflation comme d'un phénomène abstrait. Mais en réalité, il s'agit d'une forme de prélèvement invisible. Quand la quantité de monnaie augmente, chaque unité perd progressivement une partie de son pouvoir d'achat. Ça veut dire une chose très simple. Votre argent achète moins de choses qu'avant. Et ce mécanisme agit comme une pression continue sur l'ensemble de l'économie. Pas sous forme d'un impôt voté, mais sous forme d'une perte progressive de valeur de la monnaie elle-même. Et ce point-là, c'est pas une théorie marginale. Il est décrit dans des travaux d'institutions comme la Banque d'Angleterre dans son rapport de 2014 sur la création monétaire. On vous met le lien en description. Maintenant, il faut comprendre une idée très simple. Dans une économie, il y a deux éléments. La quantité de biens disponibles et la quantité de monnaie disponible pour les acheter. Les biens, comme les logements, évoluent lentement. Construire un appartement prend du temps. Le foncier est limité, donc l'offre de logement change progressivement. Mais la quantité de monnaie, elle, peut évoluer beaucoup plus rapidement, notamment via le crédit. Et quand la quantité de monnaie augmente plus vite que la quantité de biens disponibles, il se produit un ajustement. C'est pas que les biens deviennent plus précieux, c'est que la monnaie perd une partie de sa valeur relative. Ça veut dire une chose très concrète. Il faut plus d'euros pour acheter les mêmes biens. Et c'est ce mécanisme qu'on appelle l'inflation. Et l'immobilier, c'est un cas très particulier, parce que la majorité des achats immobiliers sont financés par le crédit. Et ça crée un mécanisme très spécifique. Quand les prix augmentent, les ménages doivent emprunter davantage. Mais ces emprunts créent eux-mêmes de la nouvelle monnaie. Donc cette nouvelle monnaie augmente la demande. Et cette nouvelle demande pousse à nouveau les prix vers la hausse. On obtient alors une boucle. Plus de crédit est égal plus de monnaie, est égal plus de pression sur les prix, est égal encore plus de crédit. Mais ce phénomène ne touche pas tout le monde de la même manière. La nouvelle monnaie n'arrive pas simultanément dans tous les secteurs de l'économie. Certains acteurs y ont accès plus tôt et d'autres plus tard. Ce décalage est ce que certains économistes décrivent à travers l'effet Cantillon. Concrètement, ça signifie que les premiers bénéficiaires de la nouvelle création monétaire peuvent agir avant que les prix aient entièrement réagi. Et dans beaucoup de cas, cette liquidité se dirige vers des actifs tangibles, notamment l'immobilier, parce que l'immobilier est perçu comme une valeur stable dans le temps, un refuge face à la perte de valeur de la monnaie. Et ça renforce encore la demande sur le marché. À partir de ce moment-là, le logement change de rôle et devient plus seulement un bien de consommation, mais aussi un actif financier, un moyen de protection du patrimoine, un objet de stratégie économique. Et ça modifie profondément l'accès à la propriété, parce que plus un bien est perçu comme un actif, plus il attire de capitaux. Et plus il attire de capitaux, plus ses prix augmentent. Dans la tradition islamique, le riba, l'intérêt, se limite pas à une simple question de taux d'intérêt et renvoie à une logique plus large, celle d'un système où la dette joue un rôle central dans la création et la circulation de la monnaie. Autrement dit, la question posée, elle n'est pas juste contractuelle. Elle interroge une structure économique dans laquelle la création monétaire est étroitement liée au crédit rémunéré par intérêt. Et cette structure a des effets systémiques sur la distribution de richesses, sur l'accès aux biens essentiels et sur la concentration progressive des actifs. Alors, pourquoi est-ce que l'immobilier explose? Parce que les logements sont rares, parce que les villes grandissent. Mais ces explications visibles ne suffisent peut-être pas à elles seules. Derrière elles, on a une mécanique plus profonde, un système où la monnaie est largement créée par le crédit et où cette dynamique influence directement les prix des actifs, notamment immobiliers. Alors la question devient très simple.
Dans un tel système, le crédit facilite-t-il réellement l'accès au logement ou est-ce qu'il contribue juste à le rendre progressivement plus difficile?